Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce webinaire organisé par Volt Performance et je les remercie ainsi que Laurent. Nous allons aborder ensemble le management de l'isométrie au service du saut. Un réel paradoxe et on va comprendre pourquoi par la suite. Je m'appelle Frédéric Cossé, je suis kinésithérapeute libéral ainsi que préparateur physique et formateur à l'IFM4 d'Alsace ainsi que chez Calif. Alors pourquoi un réel paradoxe? Parce que finalement, dans les pensées communes, l'isométrie et le saut, c'est un petit peu deux choses opposées et on ne fait pas parfois le lien euh, en quoi l'isométrie peut aider dans l'amélioration du saut. Et on va essayer de comprendre pourquoi via son management aujourd'hui. Alors déjà, on va rappeler c'est quoi l'isométrie? C'est tout simplement une contraction musculaire, mais il n'y aura pas de changement de longueur au niveau musculaire, c'est-à-dire que la charge externe, elle va être égale à la tension qui va être développée par le muscle. Donc en quelque sorte, on a une personne qui va, par exemple, un truc tout simple, vous poussez contre un mur, le mur ne peut pas bouger et pourtant vous produisez une contraction. Donc c'est ça faire de l'isométrie, c'est qu'il n'y a pas de changement de longueur musculaire, mais que la contraction est bien présente. Alors il existe différents types d'isométrie, on va les détailler. On peut avoir l'isométrie qui va être mono-articulaire ou polyarticulaire. Un exemple tout simple, si on prend un biceps curl, donc une flexion de coude, on peut faire cette flexion de coude, donc ça sera centré sur une articulation, en l'occurrence le coude, et on sera du coup en contraction isométrique monoarticulaire. Si maintenant, au lieu de faire un biceps curl, on prend le squat est un mouvement polyarticulaire, cela concernera plusieurs articulations avec par exemple la cheville, le genou ou encore la hanche. On peut avoir également des contractions qui peuvent être dans différentes courses musculaires. On va beaucoup parler soit de la course externe, soit de la course interne. La course externe, donc si on reprend le coude, c'est quand on est proche de l'extension. Et la course interne, c'est quand la main est proche de votre épaule. En général, on a plus de force, que ce soit en course externe ou course moyenne, c'est la course entre la course interne et la course externe, que en course interne. On peut avoir de l'isométrie qu'on appelle sous-maximale ou yielding. Donc là, si on reprend à nouveau les biceps curls, c'est par exemple, vous maintenez une haltère de 10 kg à 90 degrés de flexion de coude. Et ça, vous le maintenez en général sur une longue période. On verra son management par la suite. D'accord? Donc on est en sous-maximal. Donc c'est quelque chose que l'on est capable de maintenir normalement plus ou moins facilement en fonction de la charge. Mais c'est une charge que l'on est capable normalement de déplacer. Mais on la maintient. Alors, à contrario, il existe l'isométrie supramaximale, donc c'est une charge qu'on ne peut pas déplacer. Donc, soit vous avez par exemple sur une barre d'haltérophilie une charge que vous ne pouvez pas soulever et vous tirez quand même dessus. Donc c'est ça l'overcoming, on tire contre une charge qu'on ne peut pas déplacer ou on pousse contre une charge qu'on ne peut pas déplacer. Pousser contre un mur, c'est de l'overcoming. Il existe aussi de l'isométrie en co-contraction. La plus connue, c'est ce que font les bodybuilders quand ils se présentent face au jury. Ils contractent un petit peu tous leurs muscles et donc, par exemple, quand ils montrent leurs bras, ils font de la co-contraction entre leurs biceps et leurs triceps pour augmenter le volume de leurs bras. Et en fait, c'est aussi une façon d'augmenter votre stabilité articulaire. On va avoir également l'isométrie que j'appelle iso-explosive. Donc il y a différents termes pour cette isométrie-là, mais j'aime bien ce terme iso-explosif parce que ça traduit bien le sens de cette isométrie. C'est que donc ça sera sur de l'overcoming, par contre, obligatoirement, parce que si on fait l'iso-explosive en sous-maximal, on va bouger la charge. Donc sur de l'overcoming, on peut faire un management en iso-explosif, c'est-à-dire que
vous allez par exemple tirer le plus fort possible la barre sur un temps très très court. Donc on va avoir une grosse production de force sur un temps court, c'est ce qu'on verra après, ce qu'on appelle de la RFD, du taux de développement de la force. On peut également, dans ces différents types d'isométrie, manager un petit peu la montée de force. C'est ce qu'on appelle soit explosif, donc on l'a vu juste avant, c'est produire un haut niveau de force sur un temps court, soit une montée de force progressive. Donc ça peut être par exemple sur 10 secondes, vous allez dire à la personne, ok, sur les 3-4 premières secondes, tu vas t'installer, tu vas commencer à tirer de plus en plus fort. Et les 2 dernières secondes, tu es à fond. Donc la montée de force se fait progressivement au cours des 10 secondes. Donc entre l'explosif et le progressif, on le verra par la suite, il va y avoir des différentes résultantes et différents résultats au niveau corporel. Et ce en quoi je veux insister sur ce webinaire, c'est finalement, on ne fait pas de l'isométrie pour faire de l'isométrie. Elle se manage parce que on peut avoir des effets différents en fonction du management. Donc ça va être important justement de bien comprendre les différents mécanismes pour la manager au maximum. Et, euh, et ça passe notamment par une compréhension à la fois du système musculaire, mais aussi par exemple du système neuronal. L'isométrie, elle est donc le socle du mouvement dynamique et on va comprendre pourquoi par la suite à travers le saut. Et elle permet également une meilleure expression de l'activité dynamique en augmentant la capacité de stabilisation articulaire. D'accord? On a donc une meilleure stabilité. Si j'ai une meilleure stabilité, en quelque sorte, c'est la fondation de ma maison. Ma maison devient plus solide et donc je peux mieux m'exprimer. Mes fondations sont plus stables, donc la qualité de mouvement va s'améliorer. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec l'isométrie, c'est qu'elle permet d'améliorer nettement la qualité de nos mouvements. Et on va comprendre pourquoi justement à travers la pliométrie via là j'ai choisi le CMJ, le Counter Movement Jump. Alors, je reviens justement sur ce paradoxe-là. Finalement, bah, ça fait un peu se creuser la tête d'essayer de comprendre en quoi, justement, l'isométrie va permettre d'améliorer le mouvement, parce qu'on ne bouge pas, et derrière, on dit que ça permet de mieux bouger. Donc c'est ça le réel paradoxe. Alors le CMJ, le Counter Movement Jump, et les marqueurs de la performance. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le CMJ? Vous le voyez sur le schéma de gauche. On a une personne qui est debout et je vais lui demander, à partir de la station debout, genou tendu, elle va devoir fléchir pour sauter le plus haut possible et se réceptionner. Donc c'est ça le CMJ, c'est différent du squat jump. Le squat jump, il part en flexion et il saute directement, alors que le CMJ, il est debout, il fléchit, il y a une phase de flexion pour pouvoir restituer le saut derrière. D'accord? Donc on va avoir une phase excentrique pour pouvoir en fait emmagasiner de l'énergie et on verra il y a d'autres phases avec l'isométrie qui ont leur importance pour restituer le saut derrière. Alors les facteurs clés de la performance, j'ai essayé de lister la majorité que l'on retrouve pour le CMJ. On va avoir justement la RFD, on va voir juste après ce que c'est. On va avoir la raideur tendineuse, le fait de perdre, d'avoir le moins de déperdition d'énergie possible au cours du saut, parce que si on a moins de déperdition, bah, on est capable de restituer plus d'énergie et donc de sauter plus haut. On peut avoir également une bonne capacité d'absorption des tissus passifs. Quand je parle de tissus passifs, c'est tout ce qui est non contractile, donc ligaments, fascia, etc. Le torque, avoir un torque concentrique performant, d'accord? Donc le torque concentrique performant, c'est la phase de montée finalement au niveau du CMJ. C'est le moment où la personne va repousser le sol pour pouvoir justement sauter.
On va avoir également l'optimisation du profil force-vitesse parce que finalement c'est la combinaison des deux qui va nous faire en sorte que l'on devienne performant et ne pas avoir surtout de lacunes, que ce soit du côté de la force ou du côté de la vitesse. Nécessité bien sûr d'une coordination intersegmentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement on va devoir combiner la coordination des membres supérieurs et des membres inférieurs avec un transfert via le tronc, parce que les bras, en fait, vont venir largement contribuer à la performance du saut. Vous pourrez faire le test, vous sautez sans l'aide des bras et vous sautez avec l'aide des bras. Vous allez vite voir qu'ils sont là pour justement participer à cette coordination intersegmentaire. Ça, on ne le verra pas dans ce webinaire, mais c'est important justement à travailler. Et finalement, l'un des meilleurs travaux pour le saut, c'est finalement de sauter et de faire un grand nombre de répétitions pour justement automatiser cette coordination entre le haut et le bas du corps. On va avoir besoin d'optimisation neurale. Le système nerveux, c'est la base, et en particulier, il est très très important sur le saut, euh, parce qu'il conditionne le développement de la force, les coordinations, etc. Donc, l'optimisation du système nerveux est fondamentale. Et tout simplement, il faut être fort, parce que sans force, il n'y a pas de mouvement. Donc, quand on est fort, c'est pas souvent suffisant, hein. On a vu, il faut optimiser le profil force-vitesse, mais il faut aussi avoir un bon contrôle moteur. Mais déjà être fort, ça veut dire qu'on est déjà capable de bouger ces segments. Alors, on va commencer justement par la RFD. Alors, c'est quoi déjà la RFD? C'est ce qu'on appelle le taux de développement de la force en français, Rate Force Development en anglais. Et le but pour améliorer le saut, l'un des buts, c'est d'améliorer justement cette RFD, c'est-à-dire d'améliorer la production de force au sol sur un court laps de temps, d'accord? C'est-à-dire que si on s'effondre dans le sol et que justement ça dure un petit peu trop longtemps, ben, on perd de l'énergie et on perd justement de la qualité de travail euh, et de la capacité à sauter. Donc ça, c'est fondamental d'améliorer cette production de force. Et ce qui est hyper important, c'est sur un court laps de temps, d'accord? Et on va comprendre pourquoi l'intention de vouloir le faire est hyper importante. C'est-à-dire que il faut dire à la personne, OK, c'est maintenant que tu vas produire un haut niveau de force et tu vas le faire le plus fort et le plus vite possible. Et cette intention de le faire le plus fort et le plus vite possible, ça va augmenter encore plus la capacité à produire de la force sur un temps court, donc là, à améliorer justement cette RFD. Et donc, qu'est-ce qu'on peut justement retrouver dans la littérature? Donc, il y a tout plein d'études. Je vous ai sélectionné une étude toute récente qui est très bien faite de Blazevich et qui est de cette année, de 2020, qui a fait justement une belle méta-analyse sur les effets de différentes résistances autour de l'isométrie dans l'amélioration du mouvement et de la force et du taux de développement de la force. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve justement? C'est ce paramètre d'intention. L'intention de vouloir faire une contraction rapide dans l'isométrie, c'est le facteur clé dans l'amélioration de la RFD. Et ça change tout. Ils ont comparé, hein, si on change les intentions, on modifie la RFD. Donc, quand on aborde justement l'isométrie et surtout en overcoming, hein, c'est on dit à la personne et que l'on veut travailler, qu'on a pour objectif justement de travailler ce point sur la RFD, ça va être de bien insister sur l'intention qu'a la personne de produire un haut niveau de force le plus rapidement possible. Donc on peut donner des images, tout dépend de la façon dont se comporte la personne face à nous, mais on insiste sur cette intention, c'est primordial. Et pour que la RFD, justement, s'améliore encore plus, il faut que le mouvement qu'on propose, justement, à la personne soit proche
du pattern de mouvement de saut, comme on parle de saut. Ça, c'est hyper important. On va voir par la suite justement, quel est, on va dire finalement, le meilleur exercice d'isométrie en overcoming pour améliorer le son. On va le voir par la suite. Mais déjà, on peut réfléchir basiquement. Un CMJ, c'est un saut vertical. Donc, ça sera déjà une position de verticalité que l'on prendra pour justement améliorer la RFD parce que ça sera plus proche du pattern de mouvement du saut. Et ce qui est un fait intéressant, Blaze et Fitch, ils ont mis en évidence que cette RFD, elle s'améliore assez rapidement, même très rapidement. Dès 15 jours, 3 semaines, on a une amélioration rapide de la RFD. Donc c'est assez sympa pour nous parce que finalement, on va vite voir des résultats et on le voit également en pratique, ça s'améliore très vite. Et par contre, cette amélioration atteint vite un plateau au bout de 5-6 semaines. C'est ce qui a été démontré par la science. Donc c'est quelque chose assez sympa à faire sur des cycles de 2-3 semaines, plusieurs fois dans l'année, pour pouvoir améliorer rapidement justement cette RFD. On va voir maintenant en quoi justement la raideur tendineuse a son importance. J'aime beaucoup cette étude de Refdal de 2017. En fait, c'est une étude en 2 grosses parties, c'est une thèse même peut-être de mémoire, qui a comparé une population Maasai à une population caucasienne et ils ont fait tout un tas de tests dessus. C'est hyper sympa parce que en fait les Maasai, ce sont parmi les personnes qui sautent le plus haut au monde. Notamment par rapport à leur culture, ils ont des danses avec des sauts où ils doivent répéter un très très grand nombre de sauts et très très haut. Donc c'est intéressant justement qu'ils aient pu analyser ce genre de personnes parce que ça nous donne finalement des paramètres intéressants pour améliorer le saut. Et en quoi justement la raideur tendineuse a son importance? Justement, chez les Maasai, on retrouve une plus grande raideur tendineuse. Et le schéma l'illustre très bien, c'est-à-dire que plus votre tendon va être raide, plus il va pouvoir finalement produire un haut niveau de force. D'accord? C'est-à-dire que il va être capable du coup de transmettre une plus grosse quantité de force au système musculaire. Et ça, c'est fondamental. Vous le voyez sur le schéma de droite. Il produit presque jusqu'à 2 fois plus de force si sa raideur augmente de 2 fois. Donc, c'est quand même très très intéressant que justement cette raideur tendineuse s'améliore. Et ce n'est pas forcément péjoratif quand on parle de raideur, c'est améliorer, éviter qu'il y ait un trop grand allongement du tendon. S'il y a un allongement du tendon, ben on perd du temps, on perd de l'énergie, et du coup, ça restitue moins de force. D'accord? Donc, cette raideur, il faut l'imaginer comme un ressort. Plus la section du ressort va être importante, ben en fait, plus le ressort va pouvoir restituer. Si vous tirez sur un ressort tout fin, vous êtes capable de l'allonger fortement. Mais si vous avez un ressort beaucoup plus raide, beaucoup plus épais, vous devez tirer encore plus fort pour atteindre la même longueur. Et c'est ça la raideur tendineuse. C'est plus votre tendon est épais et raide, pardon, pas épais, est raide, plus il va être capable d'emmagasiner de l'énergie et surtout de la restituer à un haut niveau de force. D'accord? En fait, la raideur tendineuse permet à la fois d'emmagasiner de l'énergie beaucoup plus fortement et du coup de la restituer encore plus derrière. Et, euh, et Orancheg, en 2019, lui, il a fait une très belle revue de littérature sur l'isométrie. Et justement, il parle de tout ce qui est morphologie tendineuse et que l'amélioration de la section transversale, justement tendineuse, et de sa raideur pour des intensités de contraction élevées. C'est ça le point clé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, justement, critiquent un petit peu l'isométrie comme quoi
ce n'est pas important, ça n'a pas d'effet, par exemple, au niveau tendineux ou au niveau musculaire. Mais l'un des sujets de ce webinaire, c'est le management de l'isométrie. C'est sûr que si on dit à la personne, OK, tu tiens 6 fois 20 secondes à 50% de ce que tu peux, bah, ça aura des effets, mais si on ne sait pas à quoi ça sert, on ne peut pas le manager. Là, je veux améliorer ma raideur tendineuse, je veux améliorer ma section transversale, je sais donc qu'il faut que ça soit des intensités de contraction élevées, donc supérieures à 70% de la contraction isométrique maximale. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour aller justement chercher du tendon. C'est un haut volume associé à de grosses intensités. Donc, il ne faudra pas hésiter à donner pas mal de repos, mais il y a quelque chose déjà que vous pouvez retenir, c'est que cela nécessite un gros volume de travail avec de grosses intensités de travail. Et ça, ce sont des conditions qui sont essentielles pour aller toucher la structure tendineuse. On privilégiera également la contraction en course externe, parce que c'est la contraction isométrique qui permet en course externe d'améliorer la raideur tendineuse. Il y a un autre type aussi de contraction, c'est les contractions isométriques explosives qui sont intéressantes pour améliorer justement le complexe, l'unité musculo-tendineuse. D'accord? Donc le complexe entre le tendon et l'aponévrose. Et justement, ça permet également de diminuer par la suite tout ce qui est sensation de raideur, etc., de tension plutôt. Parce que comme on a parlé de raideur avant, plutôt des, les gens qui ont tendance à se plaindre de tension au niveau musculaire, ce genre de choses, ou même s'il y a des contraintes importantes, on peut corriger justement ces contraintes-là via les contractions isométriques explosives. Donc, je le répète, importance de l'intention et importance d'avoir justement un haut niveau de contraction et un gros volume en course externe ou sur des contractions isométriques explosives pour aller justement chercher tout ce qui est aspect tendineux. On va voir maintenant en quoi avoir moins de déperdition d'énergie, une bonne capacité d'absorption des tissus et un torque concentrique performant, ça permet justement d'améliorer les paramètres de saut. Donc, ça nécessite déjà de s'intéresser au SSC. Le SSC, c'est le cycle d'allongement-raccourcissement que l'on a au cours du saut. Donc, c'est-à-dire au cours du saut, donc on demande à une personne d'enchaîner plusieurs sauts. Et pour pouvoir enchaîner plusieurs sauts, il est obligé d'avoir ce SSC, c'est-à-dire que le système musculaire et les tissus passifs vont pouvoir s'allonger pendant la phase excentrique pour pouvoir accumuler de l'énergie. Et derrière, ça va devoir se raccourcir. On verra les différentes modalités par la suite pour restituer cette énergie et enchaîner le saut. On va aussi devoir s'intéresser aux paramètres de vélocité. Donc déjà, pour comprendre, on va s'intéresser à ce petit schéma, c'est-à-dire que on a les composantes élastiques série et les composantes élastiques parallèles, donc on va dire tout ce qui est tissu passif, vont être justement en liaison avec l'aspect musculaire, d'accord? Et du coup, on va pouvoir comparer finalement, je vous l'ai dit, à un ressort tout à l'heure. On va avoir un ressort qui justement a une taille de base. On va avoir un allongement de ce ressort. Ce ressort va accumuler de l'énergie. Une fois qu'il aura accumulé de l'énergie, il va pouvoir la restituer. Et cette restitution correspond à la portion concentrique. Donc, sur ce ressort, il dépend donc, on va dire, des paramètres de force, puisque si je tire avec mes doigts pour augmenter la longueur de ce ressort, mes doigts, en fait, ça correspond aux muscles. J'ai besoin de tirer plus ou moins fort en fonction de la raideur du tendon.
Donc plus j'ai une bonne raideur tendineuse, plus je vais devoir tirer fort. Et ça va également du coup dépendre de mes paramètres neuronaux, puisque la force dépend de l'aspect neural. D'accord, donc ça c'était pour expliquer, on va dire, les bases sur le SSC. Donc, le moment où le ressort s'allonge, on est plutôt dans la phase excentrique, et le moment où le ressort euh, se raccourcit, on est plutôt dans la phase concentrique. Et finalement, l'isométrie, ça va être la transition entre la phase excentrique et la phase concentrique. Donc c'est pour ça qu'en fait, la phase isométrique, elle va être cruciale parce que finalement, elle fait le lien entre la phase excentrique et la phase concentrique. Et j'aime bien la théorie du sandwich, d'accord, que vous avez à droite. Vous avez le pain en haut et en bas qui représentent les phases excentriques et concentriques. Et au milieu, vous avez le liant finalement, c'est la phase isométrique. Et finalement, c'est un petit peu le meilleur du sandwich, c'est-à-dire que elle va permettre d'optimiser la phase concentrique qui va être derrière à partir de ce que la phase excentrique nous aura donné, c'est-à-dire emmagasiner de l'énergie. Elle va permettre du coup, la phase isométrique, d'emmagasiner suffisamment d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la phase excentrique permet d'emmagasiner de l'énergie. Mais finalement, je vais avoir besoin, à un moment donné, que mon muscle arrête de s'allonger. Si mon muscle continue de s'allonger, ben finalement, mon tendon ne va pas pouvoir se charger, puisque vous imaginez, on va avoir euh, le tissu passif qui essaye de s'allonger, mais il y a le muscle qui vient avec. Donc, il n'est pas capable de s'allonger. Donc, pour pouvoir augmenter la tension dans un élastique, je suis obligé de pincer l'élastique avec mes doigts, de le tenir d'un côté et de tirer de l'autre. Donc, c'est un peu la même chose. Là où il y a le point fixe de l'élastique, c'est mon muscle. Il va devoir arrêter de s'allonger, c'est la phase isométrique musculaire, pendant que mon tendon continue de s'allonger pour emmagasiner suffisamment d'énergie. C'est un différentiel de vitesse. On a le muscle qui se contracte en isométrie et le tendon qui continue de s'allonger. Et il s'allonge, il va emmagasiner l'énergie. Et plus il sera raide, plus il emmagasinera de l'énergie. Et d'un coup, boum, il pourra restituer suffisamment d'énergie. Donc ça va permettre une transition qui finalement va être plus efficiente et plus rapide vers la phase concentrique. En fait, le travail isométrique, il va venir optimiser cette phase concentrique, c'est-à-dire que si je combine une bonne raideur tendineuse qui va pouvoir emmagasiner beaucoup d'énergie avec un travail musculaire en parallèle du muscle, eh bien, la combinaison des deux va faire que la phase concentrique va être optimisée et beaucoup plus efficiente. Alors, je vous ai dit qu'on doit parler de vélocité. Donc, c'est hyper intéressant et on va le voir pourquoi, que ce soit via les plateformes de force avec le CMJ à droite, hein, où j'aime beaucoup le schéma de gauche également. En fait, pourquoi on doit parler de vélocité, c'est aussi pour comprendre pourquoi l'isométrie elle est importante. Si on regarde le schéma de gauche circulaire, on voit bien que on va avoir une augmentation de la vélocité pendant la phase excentrique, d'accord, puisque la personne accélère dans la phase de descente, et à un moment donné, il va y avoir une augmentation également sur la phase concentrique de la vitesse, mais vous voyez bien qu'il y a un changement de transition où la vélocité, en fait, elle devient nulle, d'accord, à un haut niveau de force. C'est la phase isométrique. C'est fondamental. D'accord? On voit bien que elle est la transition finalement entre la vélocité sur la phase excentrique et la vélocité sur la phase concentrique. Et ce qui fait le lien, finalement, c'est la contraction isométrique. Et on peut le voir également via les plateaux de force. Laurent pourra en parler beaucoup plus que moi, mais là vous avez deux profils. Un profil en haut où l'athlète il est mauvais,
et en bas un athlète beaucoup plus performant. Et justement, la flèche bleue que vous voyez, c'est là où il y aura la phase isométrique. Attention, il ne faut pas se planter en plaçant cette flèche bleue. Le travail isométrique, c'est quand la somme des forces entre l'excentrique et le concentrique est nulle. D'accord? Pourquoi là, il y a une pente ascendante? Parce que tout simplement, la personne, elle est en phase excentrique, il y a des forces excentriques qui s'appliquent, et pour pouvoir repartir dans l'autre sens, il va devoir pousser dans le sol, mais on aura la phase excentrique sera égale à la phase concentrique, donc au travail isométrique, quand la force en excentrique sera égale à la force concentrique. D'accord? Donc la flèche bleue, elle n'est pas sur l'axe horizontal, elle est bien quand la somme des deux s'opère. Et c'est là qu'il y a l'isométrie. D'accord? Et donc c'est fondamental justement pour les transitions entre phase excentrique et phase concentrique. Alors, cette étude de Norcoy en 2015, elle nous montre que il y a le travail isométrique, en fait, il permet d'augmenter le pic de force concentrique et du coup, ça améliore également la hauteur de saut. Si j'ai on va dire, un meilleur pic de force concentrique, bah, tout simplement, la personne va pouvoir produire encore plus de force pour pouvoir sauter plus haut. D'accord? Donc, le travail isométrique permet également ça. Et c'est compréhensible avec le modèle que l'on vient de voir. Finalement, plus votre, plus votre muscle va pouvoir être fort en isométrie, plus il va permettre un allongement du tendon qui sera performant, plus la raideur du tendon également sera performante, et plus le passage vers la phase concentrique sera efficient. Donc c'est logique que ça augmente les pics de force concentrique. Et en fait, si on s'intéresse aux meilleurs athlètes mondiaux, alors les tout meilleurs, il n'y a quasiment pas d'allongement au niveau musculaire. La majorité des meilleurs, on va dire, il y a un peu d'allongement et très vite le muscle va, va être en phase isométrique. Et chez les moins bons athlètes, en fait, il y a beaucoup plus d'allongement musculaire et la bascule vers la phase isométrique arrive assez tardivement. Donc, si on veut être beaucoup plus performant, on doit être très fort en isométrie parce que on évite un trop grand allongement musculaire et en fait, on évite d'être justement moins performant. Donc ça, c'est la première chose, d'être fort en isométrie. Ben, on se rapproche finalement des qualités des meilleurs mondiaux. Mais aussi, on peut réfléchir en termes de blessures. Si notre muscle est capable de bloquer plus, d'avoir moins d'allongement, mais il y a, on est, on va dire, il y a une supposition qu'il y a un peu moins de blessures qui arrivent. Parce que si ça s'allonge moins à haute vitesse et que le muscle est capable de bloquer, finalement, il y a moins de chances de se blesser et d'avoir une lésion musculaire également. Donc, en termes de prévention, il y a également des choses, énormément de choses à faire avec l'isométrie. Autre facteur clé pour la performance du saut, c'est l'optimisation du profil force-vitesse. Donc ça, ce sont beaucoup les travaux de JB Morin. Je vous ai mis, par exemple, MyJump 2, c'est une application qui permet de calculer le profil force-vitesse au cours du saut. Il a fait la même chose avec le sprint. Et du coup, on a une courbe, vous avez vu, linéaire. D'accord? Donc ça, c'est la courbe, on va dire, classique pour un saut. Et l'application, elle vous donne le profil optimal et votre profil à vous. Et du coup, elle vous indique si vous êtes optimisé ou alors si, par exemple, vous avez un déficit de force ou un déficit de vitesse. Donc ce profil, il est linéaire, comme on l'a dit, il va être individualisé, donc il est propre à chacun. Il va être dépendant de l'activité sportive qui est pratiquée et étudiée, d'accord? Donc un judoka n'aura pas le même profil force-vitesse qu'un haltérophile, par exemple. Et il s'inscrit dans un cadran, c'est-à-dire que il est propre au, par exemple, cadran inférieur pour quand on évalue le saut, d'accord?
Euh, on pourrait faire un profil muscle par muscle, mais là, c'est propre au cadran inférieur. On va avoir du coup, comme on l'a dit avant, un profil optimal, un profil orienté force ou un profil orienté vitesse. Le point qui est très très important, c'est que le squat jump, donc on a vu le CMJ, il y a la phase de descente puis le saut. Le squat jump, c'est on part fléchi et on saute de suite. Le squat jump au poids de corps, c'est le milieu de la courbe. Donc on peut déjà aussi réfléchir au-delà de l'isométrie. Si on veut travailler la vitesse, il va falloir délester son poids de corps. A contrario, si je veux travailler la force, et la force à son maximum, c'est l'autre extrême de la courbe, ben, je vais travailler en isométrie. Parce que la vélocité, elle est minimale, mais ma production de force est maximale. Il faut savoir que l'isométrie, c'est, on va dire, la contraction musculaire, là où on peut produire la plus haute force possible. Donc ce n'est pas anodin, et c'est pour ça aussi qu'elle est hyper importante. Et, euh, et justement, euh, elle est souvent sous-estimée, alors que finalement, on peut imposer au corps de très très hauts niveaux de force sans vélocité. Donc, euh, quand on cherche vraiment à développer énormément de force, énormément de contraintes au niveau du membre inférieur, elle a vraiment tout son intérêt. Et c'est hyper important justement par rapport à ça. Alors, au niveau des adaptations neurales et comment l'optimiser, donc justement, on va pouvoir à nouveau euh, utiliser l'isométrie et on va voir que en modifiant certains paramètres, on peut optimiser plus ou moins les aspects neuronaux. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sait que les activations musculaires, elles fonctionnent en course externe ou en course interne avec une légère prédominance pour la course interne. C'est-à-dire que on va pouvoir, quand je parle d'activation musculaire, c'est-à-dire que le muscle va être plus réactif, donc c'est-à-dire que son système nerveux également est plus réactif. Donc, qu'on travaille en course externe ou qu'on travaille en course interne, ça fonctionne avec quand même une légère prédominance en course interne. Pourquoi? Tout simplement en course interne, on va favoriser justement euh, l'amélioration de la boucle gamma par une augmentation justement de la sensibilité des fuseaux neuromusculaires. D'accord? Mais la course externe aussi a un intérêt notamment justement dans les amplitudes extrêmes pour aller venir stimuler tout ce qui est appareil de Golgi et ainsi que les différents récepteurs que l'on peut retrouver au niveau des articulations. Donc les deux sont importantes, mais avoir justement une boucle gamma bien sensible avec du travail isométrique en course interne, c'est intéressant parce que si votre muscle il est plus actif, si vous améliorez en plus votre stabilité articulaire, ben vous aurez un meilleur contrôle moteur. Si vous avez un meilleur contrôle moteur, votre qualité de mouvement s'améliore et donc votre qualité de saut également. On va avoir un avantage des contractions iso-explosives, d'accord? Et ces contractions iso-explosives, ce sont les seuls types de contractions qui permettent d'aller chercher du timing de contraction le plus court possible, inférieur à 100 millisecondes. D'accord? Donc ça, c'est le seul moyen justement d'aller se rapprocher, on va dire, un peu plus de la spécificité du saut. Bien sûr, si on veut être très spécifique, il faut sauter. Mais si on veut travailler de très très haut niveau de force sur un timing de contraction le plus proche possible du saut, alors c'est de l'isométrie iso-explosive en overcoming qu'il faut faire. D'accord? Parce que ça va se permettre de se rapprocher justement du saut. De mémoire, j'avais lu une étude comme quoi on était proche d'un timing autour de 30 millisecondes pour le saut, pour les meilleurs. Donc, vous avez vu, on est inférieur à 100 millisecondes, on se rapproche quand même et on évite justement d'avoir des délais de contraction trop longs sans pour autant
que ça soit délétère, mais si on veut vraiment travailler ce timing de contraction, alors on privilégiera justement les contractions isométriques explosives. On peut avoir aussi des contractions à haute intensité qui sont un peu plus longues, mais ça fonctionne également très bien pour optimiser le système nerveux. On a vu que les contractions isométriques explosives, elles sont très intéressantes pour travailler tout ce qui est timing de contraction inférieur à 100 millisecondes. Mais les contractions, on a vu qu'il existe aussi des contractions progressives avec une montée de force progressive. Ça, c'est ce qui permet d'augmenter et de vraiment aller chercher du système nerveux très très fort. Donc par exemple, sur entre 6 et 8 secondes, faire une montée de force très 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 haute, ça permet d'aller chercher énormément du système nerveux. D'accord? Alors que l'isométrie explosive, elle est là pour travailler le délai de contraction. Elle est là aussi, surtout pour améliorer, on l'a vu, le système musculo-tendineux. D'accord? Donc si je veux vraiment chercher du système nerveux très fort, je privilégie l'isométrie progressive. D'accord? Sur 7-8 secondes avec une atteinte maximale en termes de force et d'intention. Si je veux chercher du délai de contraction, du délai de timing de contraction, je favorise l'isométrie explosive. D'accord? Et après, je choisis la course externe ou la course interne en fonction de si je veux travailler la boucle gamma ou le reste. Alors toujours pour les optimisations neurales, donc c'est ce que je vous ai dit avant, les contractions isométriques progressives, elles affectent surtout le système nerveux périphérique, d'accord? Alors que les contractions isométriques plyométriques, elles sont là pour justement aller chercher du délai de contraction et affecter plutôt les propriétés contractiles du muscle. On a également d'autres paramètres qui peuvent être améliorés au niveau neural avec des effets au niveau de la PAP, c'est la potentiation par post-activation. On en verra un peu plus tard ce que c'est. Euh, L'isométrie, elle permet également de favoriser une corticalisation, c'est-à-dire euh, si une zone est un petit peu délaissée, comme on peut le voir en kiné, justement sur différentes pathologies, ou après, par exemple, un syndrome AMI, arthrogénique muscle inhibition. Donc c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous êtes opéré du genou, les afférences sensorielles du genou vont envoyer des signaux négatifs, on va dire, au niveau du cerveau, et du coup, le quadriceps notamment, et ainsi que certains muscles autour de la hanche vont être inhibés. Et ça va permettre justement l'isométrie de refavoriser la présence de ces muscles-là au niveau du cortex. D'accord? Donc, quand on bosse en isométrie, ça permet aussi finalement de dire à votre cerveau, ben oui, j'existe bien, quoi. Elle va permettre également, donc on l'a vu, d'améliorer la boucle gamma et du coup la proprioception. Si j'ai, et ça c'est quand on privilégiera la course interne, si j'ai des fuseaux neuromusculaires qui sont beaucoup plus sensibles, alors j'aurai une proprioception qui sera bien meilleure et du coup un contrôle moteur également qui sera bien meilleur. Alors, on a vu, on a parlé de la RFD, on va en reparler là, mais il faut être fort, d'accord? On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que sans force, ben, il n'y a pas de déplacement segmentaire. Et si je suis pas fort, je saute pas haut, tout simplement. Donc l'isométrie, justement, elle va permettre ça. Donc, que l'on s'entraîne justement en course externe ou en course interne, il y a transfert du pic de force. D'accord? C'est assez similaire. Et ça va être spécifique finalement en angulation à plus ou moins 10 degrés. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Si on favorise la course externe, alors ce transfert se fait sur une plus grande partie de la course. C'est-à-dire que la majorité, on va dire jusqu'à 60-70% de la course totale, ça lui sera profitable sur les pics de force. Alors qu'en course interne, on se rapproche de plus ou moins 10 degrés. D'accord? C'est pour ça que aussi dans les paramètres d'amélioration de mobilité,
Si je travaille de la force en course interne, ben, je vais pouvoir progressivement gagner de 5-10 degrés parce que je vais être capable de contrôler de plus en plus d'amplitude. D'accord? Si par exemple je veux vraiment favoriser euh, de la force, on va dire, sur une plus grande amplitude, alors je favoriserai de la course externe. Mais ce sera important de combiner les deux pour pouvoir avoir justement un contrôle au niveau musculaire de la plus grande amplitude possible. Pour la RFD, on l'a vu, hein, ce sont les contractions isométriques explosives qui permettent d'améliorer surtout ce paramètre-là, d'accord, avec une importance au niveau de l'intention. Je veux que la personne contracte le plus fort et le plus vite possible en isométrie, en général overcoming. Ça va permettre d'améliorer la raideur tendineuse et le taux de développement de la force. Et ça va être similaire à la pliométrie sur 6 semaines. D'accord? Quand je bosse en isométrie, en RFD, en isométrie explosive, les résultats sont proches du travail pliométrique réalisé sur 6 semaines d'entraînement. Au niveau de la performance dynamique, s'entraîner en course externe, ça permet une amélioration de la performance concentrique, on l'a vu juste avant. Ça permet une amélioration des paramètres de saut, c'est justement le thème de ce webinaire. Ça permet également directement d'avoir une augmentation de la NRM en squat, en deadlift. Par exemple, il faut savoir que les meilleurs powerlifters mondiaux, si on les compare à des powerlifters nationaux, ce qui change surtout, c'est les pics de force au niveau du départ. Donc si vous voulez améliorer votre deadlift, par exemple, il va falloir améliorer le départ du deadlift et vous améliorerez l'ensemble de votre deadlift. Et ça va être important aussi d'aller chercher du travail angulaire spécifique à l'activité sportive. On va le voir par la suite pour le saut. Et je vous ai mis le mid-thigh pull isométrique et on va voir pourquoi juste après. Alors, s'il y avait un seul mouvement à entraîner en isométrie pour améliorer le paramètre de saut, qu'est-ce qui serait? Ben déjà, on peut voir ce résumé de Yann Lemeur hein, sur votre gauche. On sait, il a comparé le front squat au hip thrust. Du coup, qu'est-ce qu'on sait? C'est que le front squat permet d'améliorer plus justement les paramètres de saut que le hip thrust. Donc ça correspond bien à ce qu'on a vu avant. Pour améliorer la RFD, il faut être proche du pattern de mouvement et c'est également, on peut le mettre de manière généralisée, pour améliorer le saut, faut être vertical. D'accord? Ici, il a fait du front squat. Donc le front squat permet d'améliorer le jump. D'accord? Donc ça, c'est un fait. On doit avoir une position verticale. On peut déjà noter, on le verra pour le chapitre sur l'hétérochronicité, ça permet également, on sait, d'améliorer l'activation au niveau des fessiers, le hip thrust. D'accord? Donc, la position isométrique, elle doit être proche du pattern de mouvement pour améliorer la RFD. C'est Blažević qui nous l'a rappelé en 2020. Donc, le CMJ, c'est un pattern de mouvement de poussée verticale. D'accord? Donc, je vous ai mis le mid-thigh pull isométrique. C'est quoi? C'est une sorte de deadlift à mi-cuisse où on est en overcoming. On tire sur une barre que l'on ne peut pas soulever. Ici, sur la photo, il a mis des bloqueurs qui bloquent justement la montée de la barre. Et justement, on tire le plus fort possible. Alors, moi, je fais juste une critique à celui-là. C'est souvent celui-là qui est proposé dans les études, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, le membre supérieur, via le grip au niveau de la main, en fait, il devient souvent un facteur limitant dans la production de force au sol. Et ça, c'est dommage. Du coup, moi, ce que je propose, c'est que c'est le belt squat en isométrique, en overcoming, qui va permettre justement les plus hauts niveaux de force au sol. Et pour ceux qui ont des plateformes de force, je vous invite à comparer le mid-thigh pull isométrique et le belt squat isométrique et vous verrez que justement le belt squat dépasse largement le mid-thigh pull en termes de production de force au sol via les pieds.
D'accord? Au passage, un autre aspect que l'on peut travailler au niveau isométrique énormément, c'est le pied, puisqu'en fait, il joue l'interface entre le sol et votre corps. Si vous n'avez pas un pied suffisamment fort et non déformable, alors justement, vous allez avoir une déperdition. Donc ça, c'est quelque chose aussi à aller creuser, d'aller travailler votre pied pour éviter qu'il soit non déformable. Donc, le meilleur exercice pour améliorer le saut, c'est le bell squat, d'accord, en isométrie. Et ce bell squat en isométrie, on va pouvoir le caler sur un angle critique. Et ça va être important. On a vu qu'il y a une amélioration de la force, surtout au niveau de l'angle. Si on est en course externe, donc bien sûr le pic de force sera surtout amélioré au niveau de l'angle critique, mais aussi sur une plus large amplitude et en course interne, plus proche de l'angle spécifique. Donc pour le saut, on va pouvoir privilégier justement un angle critique. Alors finalement, on peut se demander qu'est-ce que c'est l'angle critique. Il y avait Bosco, je crois, de mémoire, qui avait dit 90 degrés, mais finalement, la littérature, ces dernières années, elle a un petit peu réfuté ce qu'a trouvé Bosco. Et, euh, et on peut déjà noter l'angle critique qui a été trouvé justement sur les Maasai dans l'étude de Refdal en 2017. Et on est finalement proche de entre 70 et 80 degrés au niveau de l'angle critique. D'accord? Donc ça serait plutôt cet angle-là à privilégier. Donc sur votre bell squat, que l'on a vu juste avant, on, on va privilégier un bell squat. Donc là, la personne, elle est un petit peu trop basse, elle est trop proche de 90 degrés de flexion du genou. Ça serait de la remonter pour être autour de 70 à 80 degrés. Et justement, il y a Verkonanski et Steve dans Super Training qui rappellent l'importance justement de travailler sur un angle spécifique par du travail isométrique, d'accord? C'est ce qu'on appelle le critical joint angle, l'angle dans lequel on y retrouve la plus grande force produite pour le mouvement. Donc en l'occurrence pour le saut, euh, on a sur l'étude des Marseille entre 70 et 80 degrés, et il y a le mémoire de Auclair et Clémer qui l'ont rappelé que l'angle optimal de saut, c'est aux alentours de 70 degrés, et ils précisent même que si on veut l'individualiser, ça serait finalement de repérer le saut naturel, l'angle sur le saut naturel. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de sauter le plus haut possible et on essaie d'identifier l'angle via un système vidéo sur ce qu'est le saut naturel. Alors ça, moi justement, je suis oui et non. C'est-à-dire que si on est proche de entre 70 et 80 degrés de flexion de genou, pourquoi pas laisser le saut naturel et du coup on fait le bell squat isométrique sur son angle à lui. Mais par contre, si on a un sportif qui est faible, qui est pas assez fort, il risque d'avoir justement un angle critique qui il va partir en trop grosse flexion. D'accord? Et du coup là, finalement, si on veut améliorer son paramètre de saut, il va falloir le faire devenir plus fort en isométrie sur une angulation proche de 70 à 80 degrés. Et comme ça, il va améliorer son paramètre de saut. D'accord? En optimisant en parallèle son profil force-vitesse. Donc, pour travailler à l'angle critique, la meilleure modalité, c'est le travail isométrique maximum en overcoming. Et ça, on peut le travailler en explosif. Pourquoi? Parce que justement, le but, c'est de produire de la force à un plus haut niveau de force possible sur un temps le plus court possible. C'est la RFD. Et dans cet angle critique, c'est ce qu'on lui demande. C'est la transition entre la phase excentrique et la phase concentrique qui doit être le plus rapide possible à un plus haut niveau de force possible. Donc c'est faire de la RFD dans cet angle critique compris entre 70 et 80 degrés sur du bell squat isométrique. Alors j'aimerais maintenant aborder le petit chapitre sur l'hétérochronicité. Alors, qu'est-ce que c'est l'hétérochronicité? C'est juste un vilain mot pour dire
pour dire que ça correspond en fait à l'enchaînement des différents patterns de mouvement lors d'un mouvement et en gros sur le saut ici. C'est-à-dire que on va avoir dans un premier temps une stratégie cheville qui va basculer vers une stratégie genou, qui va basculer vers une stratégie de hanche. En fait, la stratégie cheville va optimiser la stratégie de genou qui va optimiser la stratégie de hanche. Donc en premier, on se focalisera sur la cheville. Et une fois que votre cheville sera assez forte, alors on va pouvoir venir isoler le quadriceps puis l'intégrer. D'accord? Je vais vous donner un exemple après. Et après, derrière, on pourra introduire les extenseurs de hanche. Donc, par exemple, si on parle de travail isométrique au niveau de la cheville, on peut faire la même chose que le bell squat, toujours avec une ceinture, mais je peux dire, au lieu de le placer sur une position de squat, de faire tout simplement de la flexion plantaire debout au niveau de la cheville. D'accord? Il progresse suffisamment, il devient fort, parfait. Je vais le placer d'abord sur un travail de leg extension isométrique. Donc là, c'est pour que du travail isométrique que je vous parle. Du leg extension isométrique au quadriceps, il devient suffisamment fort, je le bascule sur du bell squat par exemple. Donc là, on réintègre le quadriceps sur un pattern spécifique. Et si je veux en plus optimiser ma stratégie de hanche par la suite, je peux venir travailler mon hip thrust en isométrie, puisqu'on sait que c'est l'un des meilleurs exercices pour stimuler justement le grand fessier. Et une fois qu'il est suffisamment fort en hip thrust isométrique, je peux à nouveau le replacer sur de la verticalité en bell squat. Et donc là, la stratégie, on a travaillé cette hétérochronicité avec une stratégie cheville qui s'améliore et qui va améliorer justement la coordination vers le genou. Et cette coordination du genou va être optimisée également par l'amélioration des paramètres au niveau de la hanche. Donc ça, c'est un format de travail qui est intéressant également pour aller générer un travail autour du saut de manière optimisée. Je vous ai parlé avant de potentiation par post-activation. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? La PAP, en fait, elle est mesurée comme une potentiation de contraction. C'est-à-dire qu'elle est définie comme la force musculaire qui va être produite en réponse à une contraction musculaire d'intensité élevée. Et ça va permettre du coup de produire une force musculaire qui va être maximale. D'accord? Je vais vous donner un exemple après. Alors, on peut déjà aussi se demander finalement, est-ce que, pardon, cette potentiation par post-activation, c'est surtout un boost au niveau musculaire ou au niveau nerveux? En fait, Chris Bersley, il a montré et il a rappelé que finalement, c'était les deux et qu'on a à la fois un boost au niveau du système nerveux et un boost au niveau musculaire pour cette potentiation. Alors, on peut se demander, mais finalement, pour le saut, comment en pratique ça fonctionne cette PAP? En fait, il faut déjà rappeler que la PAP, elle est surtout à utiliser pour que ça lui soit profitable chez des personnes qui ont l'habitude de s'entraîner. Pour les paramètres de force, ça sera une récupération qui sera inférieure à 3 minutes. Donc, si vous voulez améliorer par exemple votre back squat, vous ferez du bell squat isométrique en course externe. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et vous prendrez moins de 3 minutes et vous ferez par exemple un squat à 95% de votre 1RM, par exemple. Et ça va vous booster. Pour améliorer les paramètres de saut, la récupération sera plus longue, entre 3 et 7 minutes. Alors en modalité pour le saut, les applications pratiques, par exemple, vous faites un course externe 3 x 3 secondes d'isométrie explosive maximale avec une grosse intention pour faire de la RFD avec 10 secondes de récupération entre les 3 séries. D'accord? En course externe, pourquoi? Parce qu'en fait, il a été montré, pardon, pas en course externe, excusez-moi, en course interne. Pourquoi? Parce qu'il a été montré que si on le fait en course externe,
Ben, le problème ici, c'est que ça va être défavorable pour avoir la potentiation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une trop forte demande sur le système nerveux et métabolique via l'isométrie pour que ça soit profitable au saut. Donc on le fera en course interne, donc c'est-à-dire avec une faible flexion de genou, donc un peu plus haut, finalement sur l'angle critique ou au-delà de l'angle critique pour pouvoir justement euh, éviter d'être délétère, donc avec une faible flexion de genou. On attend 3 à 7 minutes et derrière on peut demander 3 ou 4 sauts à hauteur maximale. Et donc ça va permettre de booster justement cette hauteur de saut. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de l'isométrie et dans l'amélioration des paramètres de saut? Ben, ça va être finalement, c'est important, il faut manager. On manage pas de la même façon si on veut. On a vu par exemple améliorer nos paramètres tendineux ou améliorer nos paramètres au niveau de la RFD. Donc l'isométrie, ça se manage et c'est hyper important. Au niveau des adaptations musculaires, si on veut des gains en hypertrophie, ça sera surtout le temps de travail long qui devra être réalisé en course externe. D'accord? Si on veut augmenter la longueur des fascicules, ça sera également en course externe pour les parties distales musculaires. Et si on veut améliorer la longueur des fascicules au niveau du corps musculaire, ça sera plutôt en course interne. Si maintenant je veux améliorer mes paramètres tendineux, donc ça sera une combinaison de la course externe à une très haute intensité et un volume de travail élevé. Si je veux améliorer mon paramètre musculo-tendineux, ça sera plutôt de l'isométrie explosive. Pour mes paramètres neuronaux, alors donc là, ça fonctionne dans les deux courses. La course interne, elle est surtout là pour améliorer la boucle gamma. La course externe et les grandes amplitudes, elles sont là pour stimuler la boucle alpha, ainsi que stimuler les récepteurs de Golgi de manière plus forte. Il va falloir avoir une intensité élevée, un temps de contraction assez court, inférieur à 10 secondes, et de type progressif si on veut vraiment aller chercher du neural, ou si on veut aller chercher du timing de contraction le plus court possible, et de la RFD, ça sera plutôt d'isométrie explosive. Pour développer de la force et de la RFD, donc les deux courses fonctionnent avec une préférence pour la course externe si on veut avoir justement euh, les niveaux de force qui vont sur une plus grande amplitude. Et si je veux aller chercher des gains de mobilité, alors je favoriserai les fins de course interne en grosse amplitude. Ça, l'intention pour la RFD, elle est primordiale. Vouloir produire un haut niveau de force, c'est hyper important. Je vous ai mis par exemple un exemple. 20 fois 2 secondes. En 2 secondes, il faut atteindre le plus haut niveau de force possible avec 15 secondes de récupération entre chaque série. Vous pouvez faire 4 à 6 blocs avec pas mal de récupération, 3-4 minutes entre chaque bloc. Sur, par exemple, de l'isométrie en bell squat. Et on peut utiliser de la potentiation via de l'isométrie explosive et le combiner à du saut et on pensera à le faire sur, on va dire, euh, de la course interne. Donc si je suis en bell squat, pour mon quadriceps, la course interne, c'est quand je suis proche de l'extension, pour éviter d'être délétère pour la potentiation. Voilà, voici la bibliographie si vous voulez aller creuser un peu plus. Je vous remercie pour votre écoute et je reste bien sûr à disposition s'il y a d'éventuelles questions ou pour éventuellement